Allô la planète au festival Rock Castel édition 2023. Et oui, toujours, voilà, dans une bonne ambiance, dans le camping-car, le studio de la web radio Allô la planète. On est au festival du Voyage Lent, le festival Rock Castel, où on a au micro donc trois exploratrices, j'ai envie de dire quand même, alpinistes, qui ont voyagé sur un voilier jusqu'au Groenland. Elles sont venues présenter un film. Donc nous avons Alix, Sol et Nadia qui sont venues donc présenter Via Sedna. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Eh ben d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, puis présenter aussi l'équipage du bateau et peut-être nous expliquer aussi votre expédition. Alors, moi, je m'appelle Nadia Arroyo. Je suis grimpeuse, alpiniste et monitrice d'escalade. Et donc, on est parti dans un projet avec 8 femmes. Donc, je laisse présenter Alix et Sol. Et moi, du coup, c'est Sol. Je suis navigatrice et architecte naval. J'ai commencé à naviguer quand j'étais petite, en Argentine, en Patagonie. Et je laisse Alix se présenter. Donc Alix, voilière à La Rochelle, c'est-à-dire que je travaille dans une voilerie. Donc j'ai fait du bateau mon métier, mais c'est une passion qui m'est arrivée très tard, puisque ça fait seulement 5 ans que je navigue. Mais je suis tombée à bras-le-corps dedans. Voilà. Et donc, le reste de l'équipage, c'était Caro North, qu'elle est alpiniste chevronnée pour le coup, et guide de montagne suisse, et a fait plein d'expéditions, qui est à l'origine un peu de l'idée de partir au Groenland. Il y a Marta Güemes, qui est espagnole, qui habite à La Rochelle depuis longtemps, et qui travaille aussi dans la voile. Et après, il y a Caroline Delay, qui elle est ingénieure, charpentière, navigatrice, un peu à tout faire. Et Capucine Coteau, qui est grimpeuse et monitrice d'escalade aussi, très forte grimpeuse. Puis Ramona est autrichienne et photographe professionnelle. Et donc, elle s'est formée pour faire de la vidéo pour ce projet. Et du coup, pour pouvoir faire un film plus tard. Un très beau projet, bien complet. Et comme vous le montrez dans votre diaporama que vous avez présenté sur ce festival, c'est une belle aventure humaine et à la fois, on va dire, mais elles n'ont pas cherché la facilité. Plusieurs nationalités, aucune langue en commun. C'était amusant, j'ai trouvé amusant. Comment s'est construit justement ce projet ? Comment ça s'est... comment est-ce que vous l'avez construit tout ensemble ? Est-ce que chacune a emmené ses idées ? Et surtout, comment il est né, en fait ? Est-ce que à la sortie d'une soirée... Allez, filles Trop bien, on va Groenland, c'est bien, allez. Oui. Moi, j'ai acheté des glaçons, je ne sais quoi. Ouais. Et en fait, à la base, c'est Caro North, donc alpiniste, et Marta Güemes, qui était la capitaine sur le bateau, qui sont retrouvées dans un séjour Ocean Peak, que c'est une association qui fait des séjours de rupture pour des enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance. Et ils se sont très bien entendus. Et Caro, elle a parlé de ses désirs d'aller au Groenland. Marta, elle était déjà allée une fois, en bateau aussi, avec des alpinistes aussi. Donc, ça n'a pas pris longtemps à convaincre Marta. Marta, elle était un petit peu réticente au début, mais après, ils sont embarqués dans l'aventure de trouver l'équipage. Et puis, petit à petit, on s'est rajouté à ce groupe de personnes qui, on a toutes travaillé pour pouvoir... trouver le bateau, préparer tout ce qu'il fallait. Donc c'est né un peu pas d'une soirée, mais d'une rencontre quand même sur un bateau. D'une rencontre finalement où Oui. tout s'est bien passé. On sent une belle cohésion entre vous. Il y a
comme on disait, j'ai envie de poser la question, la question qu'on vous pose tout le temps, juste pour rigoler. On sait la répondre. Oh, c'était surprenant ça d'ailleurs. Bon, oui, tout s'est bien passé entre vous 8, pas eu de soucis. Oui, comme disait Sol, en fait, ça c'est une rencontre à la base, et c'est aussi après la manière dont s'est constitué l'équipage, c'est par affinité en fait. Donc Caro, alpiniste, et Martha, navigatrice, sont chacune allées chercher de leur côté des amis qui pouvaient être assez folles pour participer au projet. Et du coup, ça a démarré comme ça, et ça s'est fait un peu justement par affinité, par harmonie, on va dire, et entente déjà à terre, même si en fait, on ne se connaissait pas toutes entre nous. Et effectivement, la question à laquelle est faite référence, c'est une qu'on nous a beaucoup posée en rentrant à terre, c'était comment ça s'était passé entre femmes. Assez spécifiquement, on a posé la question beaucoup. Il n'y en a pas une qui est passée par Tubord. Voilà. Déjà, on est retraites toutes les 8, c'est déjà pas mal. Sans blessure aussi. Sans blessure, intègre, et sans crise. On a eu aucun moment de vraie friction. Enfin, en fait, et c'est ça, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure dans la présentation, c'est que on nous croit rarement quand on dit ça, mais c'est vrai. Enfin, ça s'est très très bien passé. Oui. Parce que justement, peut-être, il y avait cette affinité au départ qui faisait que même si on ne se connaissait pas, on partageait une approche, on avait beaucoup de choses en commun, et en tout cas, on avait une même volonté, en fait, et la même façon de voir les choses sur des points importants, malgré toutes nos différences. Il y a aussi que le projet était tellement important, je pense, pour chacune d'entre nous, qu'on a aussi donné le meilleur de nous. Et donc, à chaque fois, dans ce voyage qui a été long, qui a eu des moments quand même difficiles, des fois d'attente, de petites frustrations, ou de changements voilà, des décisions de changement d'itinéraire. Et voilà. Le fait que le projet il soit tellement chouette qu'on se sent toutes chanceuses de vivre ça, fait aussi que chacune donne le meilleur, et plus tolérante et plus bienveillante aussi envers les autres, et de savoir aussi que les moments durs que les autres elles vivent, c'est les mêmes que nous on vit, donc on est aussi très empathique en fait. Et ça, je pense que ça contribuait à que ça se passe bien. Et quelle taille faisait le voilier sur lequel vous étiez ? Le bateau, il fait 15 mètres de longueur. Donc, on était 8 à bord. On avait 8 couchages. Il y avait 2 couchettes doubles, et dont une était prise par Martha qui dormait toute seule. Et puis, on partageait, même nous, avec Alix, on dormait ensemble dans le lit de place. Et ce qui est en navigation, c'est pas forcément l'idéal, parce qu'en fait, tout tombe un peu l'une sur l'autre. On a vécu des moments très intimes. Mais c'est un bateau qui est préparé quand même pour... il a été conçu et construit pour faire des navigations dans les glaces. Donc, il est très bien conçu. Les matériaux sont bien adaptés. C'est un bateau très costaud, on a lu. Et puis, tout ce qui est capacité de gasoil et tout ça, ça a été prévu aussi pour ne pas faire beaucoup d'escales. Donc, c'est important pour ce type de voyage. Et c'est un bateau qui est à La Rochelle. Donc, on a eu la chance. En fait, c'est pas à nous, le bateau. On l'a loué. Et heureusement, on a trouvé un propriétaire vraiment hyper sympa qui a bien voulu nous prêter, louer le bateau. Parce que en fait, c'est pas évident de prêter un bateau pour quelqu'un qui on connaît pas, pour aller dans des zones qui sont engagées. Et heureusement, on a trouvé... on a tombé sur la bonne personne. Sur les bonnes personnes. Sur les bonnes personnes, oui, qui vous ont fait confiance dans ce projet-là. Combien de temps a duré, du coup, la traversée ? La traversée a duré 6 semaines. Donc, à la base, on avait prévu que ça soit entre à peu près 4 semaines. Ça peut durer entre 3 et 5. Et en fait, le fait que la météo ne soit pas comme ce qu'on avait prévu, donc beaucoup de dépression, beaucoup de tempêtes, on a dû changer notre itinéraire et donc faire beaucoup de scales aussi, à terre, pour pouvoir arriver vraiment au Groenland. Vous étiez... parmi vous, il y en avait qui étaient déjà partis au Groenland ou dans les pays du Nord ? Il y avait que Martha, en fait, qui était partie au Groenland. Après, Caro North, alpiniste, elle était allée en Antarctique aussi pour faire, je ne sais plus, qu'est-ce qu'elle faisait, des skis pour alpins, faire du ski, oui.
Elle a fait une expédition pour faire du ski. Du coup, elle avait déjà une expérience dans des zones. Oui, c'est ça, de très extrêmes. terrain. Oui. Même. Oui. Mais nous, non, c'était la première fois. Et du coup, ça demande une autre préparation, le fait de découvrir justement des falaises, surtout verticales, j'imagine que vous avez déjà fait, mais est-ce que vous avez été surpris justement par ce que vous avez vu sur le terrain et expérimenté, ou vous attendiez à ça? Alors, côté alpinisme, ça veut dire ce côté roche, les parois, c'est ce qu'on attendait. Parce que du coup, on était 3 alpinistes et on a de l'expérience, pas forcément au Groenland, mais c'est quand même du granit. Donc, c'est le même rocher qu'on peut trouver dans les Alpes, dans les Pyrénées, même dans d'autres pays du cercle alpin. Et on s'était bien préparé aussi à pouvoir grimper dans un lieu où il n'y a personne qui est passé avant, où on puisse faire de l'ouverture. Donc, on s'est entraîné avant aussi pour ça. Donc, mentalement, on était prête. Et l'inconnu, c'était si la paroi allait être vraiment comme nous, on attendait, est-ce qu'elle allait être grimpable, si on allait trouver les lignes de faiblesse pour pouvoir vraiment se protéger correctement dans l'escalade. Mais après, ça, finalement, c'était bon. Donc ça c'était cool. Après, côté mer, c'est un peu différent, je pense. Ouais, côté bateau, ça change beaucoup parce que y a les glaces. Et ça, c'est quelque chose dont on ne fait pas l'expérience si on ne monte pas là-haut. Et ça demande une grosse préparation, donc dans matière d'équipement, du bateau, d'études aussi, des cartes, des conditions. On ne peut pas y aller n'importe quand, donc il faut s'assurer que on puisse naviguer en fait dans ces zones-là. Donc quand on est resté pas mal en Islande pour attendre justement en fait qu'on puisse passer, parce que cette année-là, les glaces étaient encore, ce qu'on appelle la débâcle, c'est-à-dire le moment où la banquise se libère, était extrêmement tardif. Et donc on a patienté pendant 2 semaines en Islande avant de pouvoir même s'engager là-bas. Et puis, il faut qu'une fois qu'on soit parti, il faut aussi arriver. Alors, on n'était pas très loin, on était quelques jours au moment où on est parti d'Islande, du Groenland, mais il faut bien choisir sa fenêtre météo parce qu'on ne peut pas arriver dans n'importe quelles conditions non plus. Il faut arriver dans les glaces de préférence quand il n'y a pas tellement de vent, parce que sinon, ça peut être dangereux de manœuvrer, etc. Donc, il y a quand même toute une préparation en fait, en amont et d'information qui est assez gigantesque. Et après, mis à part le côté des glaces, c'est aussi une zone où il y a pas beaucoup d'informations en termes de cartes. C'est-à-dire les cartes, elles sont pas précises. C'est pas comme une carte qu'on peut voir de n'importe quelle côte sur Méditerranée où on a vraiment un détail très précis de ce qu'il y a comme géographie à l'endroit. Donc c'est aussi, il faut être très en veille tout le temps parce qu'on ne sait pas. On a eu une expérience assez marrante sur le bateau. Du coup, on a des équipements électroniques et de la cartographie électronique. Évidemment, au Groenland, il n'y a rien de précis, mais limite, genre le bateau passait sur la terre, sur la carte qui envoyait. Ah oui. Mais c'était vraiment ça. On voyait la trace de bateau qui passait sur la terre. Donc, c'est pas du tout précis. Donc, ça demande aussi beaucoup de surveillance. Et même dans la préparation aussi, parce que c'est pas comme si on regardait une carte et on se dit, on va aller s'arrêter là, que ça a l'air bien. En fait, on n'a pas tant que ça de détails. C'est plus des retours d'expérience des gens qui ont déjà été. Et puis des livres, en fait, qui parlent des endroits qui sont plus en sécurité pour pouvoir jeter l'ancre et s'arrêter. Vous vous êtes aidé aussi avant de partir, quand vous avez préparé votre voyage, de personnes qui étaient déjà allées là-bas? Oui. Il y a surtout une personne qui nous a beaucoup aidé, Hubert. C'est un homme qui a fait plusieurs saisons au Groenland. Donc, lui, il connaît bien la zone. Et il nous a beaucoup, beaucoup conseillé aussi d'un côté technique. Parce que, par exemple, comment on va recharger l'eau. Sur le bateau, il n'y avait pas de salinisateur. Donc, et la capacité d'eau, elle n'est pas... la capacité de contenance oui, d'eau, la contenance d'eau sur le bateau, elle n'est pas énorme pour 8 personnes. C'est 400 litres. Et
Donc pareil, comment on charge l'eau là-bas. Enfin, il nous a dit, vous prenez un long tuyau, là il y a des petites chutes, du coup vous allez vous mettre sous la chute avec un espèce de filtre, enfin un entonnoir et un filtre et tout. Donc on a préparé plein de choses qu'en fait, si on n'a pas des conseils de quelqu'un qui a déjà été, ou si on le lit pas quelque part, c'est difficile de s'imaginer qu'on va aller prendre... je sais pas, sous une chute. Trouver une chute. Ouais, c'est ça. En fait, oui, c'est possible, mais il faut juste que... C'est vrai qu'on pense pas forcément comme ça. Bien sûr, et puis j'imagine que quand vous êtes sur place après, vous avez aussi quand même un timing, comme vous le dites, les conditions météo, faut les prendre, voilà, faut savoir réagir assez vite aussi quand vous avez les bonnes conditions qui sont enfin réunies pour y aller. Donc j'imagine qu'il faut être le plus efficace possible, puis une fois que vous y êtes, et c'est aussi ce qu'on ressent juste avant que vous alliez grimper, où vous êtes vraiment dans l'instant, dans ce que vous faites, et pour être le plus efficace possible aussi. Et enfin, j'imagine que ça fait partie aussi des règles de l'alpinisme, tout simplement. Carrément. En fait, déjà, le voyage, comment il a été long pour y arriver en bateau. Donc, ça nous a permis aux grimpeuses aussi de bien réfléchir à notre organisation. Ça, c'était un peu l'avantage. Mais la difficulté, ça a été de changer le rythme. Parce que dans le bateau, c'est un rythme qui est fixé sur les quarts. Donc, en fait, c'est un rythme où on fait 2 heures de quart. Et on est sur le pont, et après on a 6 heures où on va manger, où on va dormir. Et c'est très circulaire comme ça. Et dès qu'on passe à terre, il faut revenir à notre rythme plutôt de terrien, où on doit faire des vraies nuits pour après la journée pouvoir être en forme pour grimper avec nos repas de nouveau dans les horaires habituels. Et donc ce changement est assez fort. Et comme on disait, on avait très peu de temps à terre, donc c'était vraiment la course contre la montre. Et là, ça nous a demandé d'être vraiment hyper concentrés et d'être à fond dans ce qu'on faisait, et ça nous a fait un peu oublier un peu le reste. On était vraiment dans notre bulle où on était concentré sur comment arriver jusqu'à la paroi, est-ce que la paroi correspondait à ce qu'on voulait, quelle ligne on allait ouvrir dans la paroi, organiser tout le portage du matériel, quelle stratégie sur la paroi aussi, parce qu'on a dû la changer vu qu'on avait moins de temps que prévu. Et voilà, et toujours avec la incertitude, est-ce qu'on va y arriver ou pas, quoi. D'autant qu'il fait jour tout le temps au Groenland, en tout cas en cette saison. Je ne sais pas s'il fait jour tout le temps. Non, c'est que dans cette saison. Cette saison. Est-ce que quand vous avez été voir la paroi, vous étiez toutes présentes, ou vous avez fait le choix que uniquement les grimpeuses partent, d'autres restent sur le bateau? Comment ça s'est fait? En effet, on a fait le choix les grimpeuses, elles sont restées à terre, et les navigatrices, elles sont restées sur le bateau. Parce que le bateau, on ne peut pas le laisser tout seul. En fait, comme elle disait, Sol, là-bas, les mouillages, ils ne sont pas toujours sûrs. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne peut pas laisser un bateau à l'ancre n'importe où. Il n'y a pas de port. Donc, dans tous les cas, il fallait qu'au moins 2 personnes soient sur le bateau. Et comment nous, on avait moins de temps que prévu, si on était resté 1 mois, on aurait pu s'arranger pour faire des échanges, que les navigatrices passent à terre, parce que c'est ce qu'on voulait au départ, qu'elles puissent aussi voir la paroi, qu'elles puissent faire peut-être une petite escalade plus simple que la grande paroi de 800 mètres. Mais vu le timing, on a fait le choix. Elles ont continué avec le bateau. Du coup, ils ont pris le temps d'aller explorer un peu le fond du fjord et aller voir les bœufs musqués. Et nous, du coup, on est restés vraiment à terre, et on était 4. 3 grimpeuses et la photographe. D'accord. Et donc, c'est nous 4 qu'on est montés jusqu'à la paroi. Et voilà. Et finalement, on n'était que les 3 grimpeuses à grimper. Et Ramona est restée en bas pour filmer d'en bas et voilà, et nous suivre un peu du bas. Parce qu'elle n'est peut-être pas grimpeuse aussi, que ça s'improvise pas. Elle grimpe, pas au même niveau, mais elle grimpe, bien sûr. Et elle s'était préparée aussi pour monter dans la paroi. Mais en fait, le problème, c'est que au niveau du timing, il fallait qu'on soit le plus efficace possible. Et à 3, on va toujours plus vite que 4. À 3, on doit porter moins de matériel que 4. Et donc, en fait, ça nous faisait aussi gagner du temps là-dessus pour pouvoir être plus légère et pouvoir avancer. Donc, voilà, ça n'a pas été un choix facile, parce qu'à la base, on voulait être les 4 ensemble. Mais finalement, des fois, on doit faire ces choix-là pour se donner les moyens de y arriver. On ne va pas raconter la fin de l'aventure, on ne va pas divulgacher ou spoiler la fin du film ou du diaporama. J'ai une question qui m'est venue en lisant le programme, c'est pourquoi le Groenland? Enfin,
Parce que des voies, il y en a de partout. On peut peut-être Enfin, moi, je suis pas l'escalade, je connais pas du tout. Mais pourquoi le Groenland? Qu'est-ce qui vous plaisait là-bas? Est-ce que c'était le fait que c'est un nouveau territoire peut-être d'escalade? Est-ce que c'est l'exploit? Alors, au niveau escalade, c'est sûr qu'aujourd'hui, il en reste pas tant des lieux qui sont sauvages, des parois qui n'ont pas été grimpées, des sommets qui n'ont pas été gravis, qui n'ont pas un nom. Il n'y en a vraiment pas beaucoup d'endroits. On a été presque partout, les alpinistes. Et donc là-bas, c'est vrai que c'est très au nord, donc déjà l'accès est compliqué. On peut aller en avion jusqu'à Itokormit, mais après c'est toute une organisation. Il y en a qui ont fait avec du kayak, après certains ils ont pris un bateau à moteur, mais c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est ça aussi qui a fait qu'il y a moins de monde qui a été là-haut. Aussi parce que la période d'été est très courte. Nous, on a eu 10 jours à terre, mais on aurait pu avoir un mois. Mais en fait, quand on va avec un bateau, forcément, le temps il est réduit là-bas. Donc on a moins de temps aussi pour gravir des parois de 1000 mètres. Mais en fait, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, du coup, c'est un pari aussi. C'est des voyages qui sont un peu d'expéditions qui sont engagées, mais aussi avec le risque de peut-être pas réussir à grimper. Donc, je pense que ça fait aussi qu'il y a moins de monde qui a été. Mais maintenant, il y a de plus en plus d'expéditions qui vont au Groenland. Et je crois que aussi que plus il y en a, plus ça donne envie d'y aller. Donc, peut-être qu'il y en aura plus. Ça, c'est côté alpinisme, mais côté mer, il y a aussi son intérêt. Moi, je dirais que c'est parce que c'est difficile, justement, d'y aller, que tout le monde peut pas, qu'on peut pas y aller avec n'importe quel bateau, n'importe comment, et que c'est loin. Et donc, c'est chouette de se dire qu'on prend un bateau de La Rochelle et d'aller aussi loin par ses propres moyens. En fait, c'est surtout ça. C'est de dire, on arrive, on revient toute seule, enfin, toutes les 8 seules. et ça, c'est quelque chose d'ultra excitant, de se dire que, en fait, on a fait la boucle toute seule, sans prendre l'avion, sans extérieur, presque. Et donc vraiment l'aspect de la difficulté et aussi en fait aussi du type de navigation qu'il y a là-bas, comme je disais, sur les glaces, c'est des choses on ne peut pas faire l'expérience ailleurs que là-bas. Les paysages qu'on voit là-bas, c'est unique. Les ours. Les rencontres aussi qu'on fait là-bas. Et surtout, je pense que c'est un endroit qui réunit en fait le côté bonne paroi en escalade et bon défi de navigation. Parce que par exemple, on était passé par les Féroé un peu obligés à cause de la météo. Et là, on s'était dit, allez-y les filles, peut-être vous pouvez aller grimper. Et de ce que j'ai compris, c'était pas si évident que ça de trouver un bon caillou pour monter. Donc il y a aussi peut-être des endroits qui rejoignent les deux mondes un peu mieux. Vous avez d'autres projets? Toutes les 8? Voilà, toutes les 8. Parce que perso, on en a plein. Ça, j'imagine bien. Toutes les 8, c'est ce que je disais un peu, c'est que là, on vient de rentrer presque. En fait, un voyage comme ça, c'est pas seulement les 3 mois qu'on a passé au Groenland, en allant et en revenant, sinon c'est toute l'année de préparation aussi, qui est hyper intense, qui nous a demandé de nous voir ensemble, de naviguer ensemble, de grimper ensemble. Donc en fait, il nous faut un peu un temps pour atterrir et digérer tout ça. Et voilà, donc pour le moment, on ne s'est pas lancé sur des nouveaux projets, même s'il y a toujours des petites idées qui survolent et que bien sûr, on aimerait trop faire des trucs en chambre. Parce qu'une aventure comme ça vraiment, ça rend nos liens beaucoup plus forts. Même si on ne fait pas un autre projet, c'est pas grave, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'on reste vraiment liés les unes aux autres. Et oui, cette aventure, c'est pas que de l'alpinisme, c'est pas que de la mer, c'est vraiment tout ce que vous avez vécu, et cette entraide, cette bienveillance, ce soutien pendant toute cette épopée. Et justement, ce que je trouvais marrant dans votre diaporama, c'est votre entraînement aussi physique, que vous ne lâchez pas, vous faisiez ça chaque jour. Nous, les navigatrices, non. Il y avait 2 teams. Il y avait clairement 2 Les teams. navigatrices, on faisait pas du tout ça tous les jours. Mais les grimpeuses, elles étaient un peu plus assidues. C'est intense, hein? Oui, c'est intense et on a essayé de le faire au maximum. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on avait des conditions de navigation qui n'étaient pas le top non plus. Donc, des fois, c'était assez dur. Des fois, on peinait à être bien sur le pont, à pas être malade, à faire à manger et à se reposer ce qu'on pouvait. Donc, non, on n'a pas pu le faire tout le temps. Mais dès qu'on avait des conditions de navigation qui le permettaient, on essayait de s'entraîner. Parce qu'en fait, 1 mois sans grimper, c'est énorme.
Oui. Surtout pour après le défi qu'on s'est mis de grimper une paroi qui est longue, qu'on ne sait pas les difficultés qu'on va retrouver. Donc il faut vraiment être au top de notre forme. Et finalement, même si on n'était pas hyper content de devoir s'arrêter dans les escales, le moment de l'Islande où on a pu un moment aller grimper, parce que vu qu'on pouvait pas, les glaces étaient fermées pour le fjord, donc on ne pouvait pas aller, on a pu grimper 5 jours. Et ça nous a permis aussi de voir si on avait beaucoup perdu ou pas et de reprendre un peu la forme. Mais c'est sûr que l'entraînement au bateau nous a permis de garder un minimum. Qu'est-ce que ça représente de créer une voie? Est-ce qu'après on fait partie des manuels d'escalade? Est-ce qu'on a sa petite plaque en bas du mur? Et qu'est-ce qui se passe après dans ce petit monde de l'escalade? Honnêtement, je me rends compte pas encore de retombées que ça va avoir. Alors dans notre milieu, c'est sûr que déjà qu'on soit des femmes, que ce soit une équipe que féminine, c'est déjà presque un exploit, Ouais. quoi. Parce qu'il y a peu d'ouverture féminine, et surtout dans des lieux comme ça. Donc ça déjà, c'est quelque chose de fort, et nous on le vit comme quelque chose de fort aussi. On est hyper fiers d'avoir fait ça ensemble. Et après, sinon, l'ouverture, c'est surtout l'aventure qu'on vit en train de le faire. On ne le fait pas pour le après. Peut-être que cette voie, personne n'ira la répéter parce qu'elle est loin, parce que le lac, c'est pas facile. Donc, on ne le fait pas pour qu'il y ait plein de gens qui viennent le grimper, comme si on ouvrait une voie en France. C'est pas pareil. Là, c'est vraiment pour vivre ça, nous, entre nous, d'être sur une paroi où il n'y a rien et où nous, on doit déchiffrer le caillou pour se frayer un chemin, pour suivre une ligne de faiblesse, pour réussir à passer ces moments-là, quoi. Donc, en vrai, on le fait vraiment pour vivre l'expérience. Après, ce qui va devenir, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est fort pour nous aussi, c'est que ça puisse inspirer d'autres personnes et d'autres femmes, surtout. Alors, je ne connais pas le pourcentage d'alpinistes, justement, hommes, femmes. Quelle est la répartition? Il y a beaucoup de femmes qui grimpent ou... Non, alors le pourcentage d'alpinistes, je ne sais pas. De guides de montagne, c'est 2% en France. D'alpinistes, alors il y en a de plus en plus, mais ça reste quand même très très faible par rapport aux hommes. C'est un milieu très masculin. Les monitrices d'escalade, on est à 10% en France. Donc c'est pas énorme. Après, quand on voit la pratique au niveau plutôt débutante, aux grimpes plutôt loisirs, là, on a des plus gros pourcentages. Et en fait, c'est dans monter dans les responsabilités, la prise de risque, où d'un coup, il y a beaucoup moins de femmes. Et c'est pas parce qu'elles n'ont pas envie, c'est parce qu'elles se sentent pas capables, elles pensent qu'elles sont pas capables. Et donc, du coup, de ce qu'on fait, nous, il y a plein de projets de plus en plus féminins, et c'est très encouragé aujourd'hui au niveau national, et ça, c'est chouette, parce que ça va permettre aussi à plein de femmes de se dire « Ah, mais en fait, elle l'a fait, mais moi, je peux aussi. » Et là, aujourd'hui, dans notre présentation, il y a plein de femmes qui sont venues, nous ont dit « Mais c'est hyper inspirant, ça donne trop envie, on a trop envie de partir avec vous, on aurait aimé de partir avec vous. » Et donc ça c'est magique, quoi. Et je pense que c'est ça qui va... Et dans le milieu navigation, c'est pareil, en fait. Pareil, ouais, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit être à peu près similaire. Et en fait, c'est le même problème à chaque fois, c'est qu'il peut y avoir, surtout chez les jeunes, moi je vois que en fait, la voile, c'est assez mixte très tôt, chez les enfants, etc. Et c'est après, en fait, que ça écrème. Les femmes persévèrent pas, peut-être parce qu'elles sont découragées. Et puis après, dès qu'on va c'est toujours pareil, dès qu'on va dans des milieux plus performance ou de grosses responsabilités, de skipper, etc., on les retrouve pas parce qu'on les a perdus en chemin. Et il y a une autre raison, j'y pense maintenant, c'est pas seulement que les femmes, peut-être, elles se sentent pas très capables, c'est simplement que comme c'est un milieu masculin et fermé, il faut le dire, entre guillemets, c'est que les femmes, elles ont aussi du mal. Par exemple, je sais qu'en navigation, il y a plein de femmes qui ne se font pas inviter dans des équipes d'hommes. En escalade ou en alpinisme, c'est pareil, il y a plein d'expéditions, on ne va pas forcément proposer à des femmes de participer. Donc après, il y a eu beaucoup de femmes, celles qui ont un peu ouvert la voie, c'est celles qui ont décidé de le faire toutes seules ou avec d'autres femmes, parce qu'elles n'avaient pas l'opportunité ou l'occasion de le faire tout court, quoi. Donc aujourd'hui, il y a plus de femmes, donc du coup, on arrive plus à faire comme le projet que nous, on a fait. Mais ça ne court pas les rues non plus. Hein. Oui, mais peut-être que justement, ce projet, comme tu le disais, va en encourager d'autres et se dire, bah ouais, il faut y aller. Vous avez d'autant plus de mérite que vous vous êtes débrouillé par vous-même avec ce que vous saviez faire et en unissant aussi vos compétences. Et c'est merveilleux. En tout cas, bravo. Merci.
Eh bien, merci à toutes les trois, donc Alix, Sol et Nadia, qui représentaient donc les huit femmes parties sur cette expédition Via Sedna. Est-ce que vous voulez laisser un lien peut-être aussi de votre projet ou pour le On a des podcast réseaux sociaux qui sont actifs. On peut nous trouver sur Instagram comme Via Sedna et Facebook aussi. Et il y a aussi un site internet. Et je pense que si on cherche sur Google Via Sedna, on tombe sur le site. Et bientôt un film. Oui, il y aura bientôt un film. Et je pense que les actualités seront mises sur les réseaux. Avant de vous retrouver sur la joyeuse escale en Ardèche, est-ce qu'il y a des dates prochaines où on peut vous retrouver? Alors, c'est un peu en cours d'élaboration. Alors, il y a un festival en Suisse, je crois. Ouais. Que je ne sais pas quelle date c'est. D'accord. Et après, le reste, on ne sait pas encore. Le D'accord. film, il a été envoyé à plusieurs festivals, mais on n'a pas encore eu des confirmations. Et on a des bons retours, mais ce n'est pas encore confirmé. Donc, je D'accord. pense qu'on saura bientôt les dates Ok, et les endroits, parce que ça va tourner un peu partout. ça marche. Ah ben, on vous le souhaite en tout cas. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allô la planète au festival Rock Castel édition 2023.